Bienvenue dans notre Info été. Cette semaine, nous chassons les phénomènes paranormaux. Et tout à l'heure, nous allons visiter cette inquiétante maison que vous voyez derrière moi et qui est peut-être hantée. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi les fantômes préfèrent apparaître dans les maisons. Mais tout ça, vous le verrez après nos infos du jour. Alors pour parler de maisons hantées aujourd'hui, je suis en compagnie de Sophie Blanchard, qui est psychologue et qui a écrit une thèse sur les récits de ces maisons hantées. Alors ici, on se trouve devant une ruine à Escher, une vieille maison qui pourrait être hantée. Quels sont les critères pour qu'une maison soit hantée ? Alors, les critères environnementaux sont assez fréquemment utilisés. Et effectivement, cette maison abandonnée, à l'orée de la forêt, négligée visiblement, avec aussi la forme typique des fermes jurassiennes, qui ressemble à l'archétype de ce qu'on imagine être une maison hantée. Donc ça, c'est typique pour être la base d'une rumeur de maison hantée. Est-ce que pour qu'une maison soit hantée, il faut forcément qu'elle soit vieille ou en ruine, ou ça peut arriver qu'il y ait des récits de fantômes qui viennent hanter des bâtiments beaucoup plus modernes ? Alors, il n'y a pas de règle générale, tout dépend en fait de la base du récit. Donc si on est dans le témoignage, c'est-à-dire le fait qu'une personne va parler de son vécu quand il est confronté à l'inexplicable, finalement le lieu peut être n'importe où. Là, moi, je me suis intéressée sur les histoires de maisons hantées, donc forcément que voilà, c'est les maisons qui sont le cadre des histoires, mais ça peut être parfois dans des logements, dans des HLM, voilà, ça c'est une chose. Par contre, quand l'histoire a tendance à se perpétuer pour devenir au final une rumeur, là, en général, il y a des maisons typiques qui retiennent l'attention et puis qui deviennent la base des récits. Alors quand on dit maison hantée, ça suppose qu'il y a une forme de revenant, de fantôme. Alors est-ce que les habitants de ces maisons sont à la base des récits ? Est-ce que c'est des gens particuliers ? Est-ce qu'il s'est passé des choses dramatiques dans ces maisons ? Alors ça renvoie vraiment au type de récits qui sont concernés. Donc dans mon étude, j'ai eu accès à des récits qui étaient plutôt des témoignages, mais aussi des rumeurs, ou bien des récits liés à l'enfance, par exemple, à des visites de maisons par les enfants. Et puis chaque particularité, chaque récit a ses particularités. Quand il s'agit de rumeurs, on est vraiment dans le plaisir de raconter à autrui une histoire. Le but, c'est de se faire peur, de susciter de l'émotion. Et puis là, l'aspect personnel est beaucoup moins impliquant que quand c'est un témoignage. Par contre, quand c'est un témoignage, les personnes sont impliquées personnellement. C'est vraiment l'inexplicable qui intervient dans leur quotidien. Et puis l'interprétation va se faire, donc l'interprétation de l'inexplicable va se faire en fonction de leur connaissance, de leur mode de fonctionnement, de leurs croyances, mais aussi de ce qui est véhiculé comme croyances et connaissances qui sont valorisées socialement. Est-ce qu'il y a beaucoup de récits qui racontent justement des drames qui se seraient passés dans ces maisons, des morts violentes, des suicides, c'est ce qu'on voit souvent dans les films. Est-ce que ça, c'est un type de récit qui revient souvent ? Alors oui, c'est vraiment une des bases des récits de maisons hantées, c'est le drame qui est survenu et puis qui va, dans la pensée collective et pas seulement individuelle, marquer les murs de la maison. Et là, ça rejoint un petit peu un des thèmes des maisons hantées, parce que finalement, toutes les maisons hantées ne traitent pas de la notion d'esprit, parce que quand on parle de maison hantée, on pense tout de suite à fantômes, mais en fait, il y a plusieurs catégories de récits. Et puis là, quand vous faites
référence à des actes dramatiques qui sont survenus dans la maison, il y a un peu une idée que les drames vont marquer les murs de la maison. Là, on est vraiment dans les thématiques qui mettent en avant ce qu'on appelle un peu l'animisme, hein. Ça veut dire qu'on va se dire, comme ça en voyant les vieilles pierres, qu'elles ont... Elles ont gardé les traces elles de ont quelque gardé- chose qui s'est passé. Exactement, c'est le souvenir de la maison. Je vous Oui. propose d'ailleurs qu'on aille regarder notre maison d'un peu plus près. On va faire le tour et puis voir la partie qui était vraiment habitée pour voir si on découvre des traces. Très bien. Alors Sophie Blanchard, vous avez chassé les récits de maisons hantées dans un territoire bien délimité, hein. C'était Neuchâtel, le canton du Jura et le Jura bernois. Est-ce que vous avez eu les mêmes histoires partout ou est-ce que la religion joue quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas plus d'histoires de fantômes dans les pays catholiques? Alors ça, c'était vraiment en fait la question de départ de mon travail. Alors, comme je suis originaire de Malray, j'ai habité d'ailleurs Malray, que j'ai habité aussi à la Chaux-de-Fonds et puis maintenant je suis dans le Jura et puis j'avais déjà pas mal de réseaux dans le Jura. Cette idée enfin j'avais une bonne conscience des particularités régionales et puis je m'étais posé comme hypothèse le fait qu'il y aurait certainement plus d'histoires, en tout cas marquées par la religion catholique. Et puis en fait, pas du tout. Donc voilà, c'était un premier constat de cette recherche, c'est qu'il y avait autant d'histoires qui provenaient des régions plutôt protestantes ou le Jura bernois où il y a une bonne mixité de différents courants religieux. Est-ce que vous avez réussi à comprendre finalement ce qui fascinait les gens dans ces histoires de maisons hantées? Pourquoi on aime se faire peur? Pourquoi on aime se faire rêver peut-être en imaginant ou en perpétuant ces légendes? D'où vient cette fascination? Oui, fascination, il y a, ça c'est sûr, pour ces histoires de maisons hantées. Alors après, ça dépend si on est plutôt dans le versant témoignage, où là, ce qui est important pour la personne, c'est vraiment de parler de son vécu personnel et puis de comment elle a vécu la situation. Donc là, on est vraiment dans la reconnaissance de ce vécu, dans les émotions qui sont partagées. Par contre, quand on est plutôt dans le versant rumeur ou contes et légendes ou bien des histoires qui se racontent entre enfants pour se faire peur et puis typiquement dans cette maison-là qui visiblement a été visitée par plusieurs générations d'enfants, là, c'est vraiment le lien social qui est à la base de l'échange d'informations et puis l'émotion, elle est suscitée par la manière dont on va chercher à expliquer l'inexplicable. Parce qu'à la base de ces récits, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'inexplicable, qui survient dans notre existence. Et puis l'inexplicable, ça renvoie aux grandes questions existentielles qui fascinent l'homme depuis la nuit des temps. Alors, vous avez recueilli plus d'une centaine de ces récits autour des maisons hantées. Est-ce qu'il y a un récit qui vous a particulièrement marqué? Alors, je dirais que tous les témoignages étaient marquants dans le sens où on est vraiment aux prises avec ce que raconte la personne. Donc là, tout d'un coup, la personne est aux prises avec des phénomènes inexpliqués. Souvent, c'est des choses de l'ordre de sensations, de perceptions, rarement visuelles, mais plutôt auditives ou de malheurs qui s'enchaînent. Enfin voilà, c'est des choses inexplicables où les personnes vont chercher une explication. Évidemment, les personnes vont chercher des explications dans les théories qu'il y a à disposition. Donc là, de toute façon, ces récits-là sont marquants, simplement parce que c'est la personne directement qui vous les transmet. Ensuite, il y a
des histoires qui sont savoureuses parce que c'est des rumeurs et puis on sent tout la joie, le plaisir de construire autour de l'histoire. Et là, effectivement, il y a quelques histoires. Je crois que près d'où vous habitez, il y a une histoire assez cocasse. Alors, il y a la fameuse histoire de la maison de la tricoteuse qui est connue loin à la ronde. Et effectivement, donc, l'histoire, je ne me rappelle plus dans le détail, mais en gros, il y a des bruits inexpliqués qui étaient entendus de tricotis, comme des aigus qui s'entrechoquaient. Et puis les soirs, le lendemain de la veille de Noël, un pull était retrouvé comme cadeau. Voilà. Et donc c'était le fantôme en fait, de la tricoteuse qui faisait un petit cadeau. Alors vous, en tant que psychologue, de scientifique plutôt cartésienne, finalement, est-ce que vous y croyez à ces histoires de fantômes ou est-ce que vous avez trouvé une explication tout à fait rationnelle pour les expliquer? Alors c'est toujours difficile de répondre à cette question parce que intuitivement comme ça, je serais, en tout cas au premier abord, je serais plutôt aller chercher des explications rationnelles. Maintenant, parfois les explications qu'on croit rationnelles ne sont pas forcément rationnelles. On le voit dans les nouveaux récits qui vont plutôt du côté de la pseudoscience comme explication. Voilà. Après, moi je viens d'une région où si on a une verrue, si moi j'ai une verrue, si moi j'ai une hémorragie ou quelque chose d'inexplicable comme ça, je vais peut-être faire appel à une personne qui fait le secret. Et puis, on le sait très bien, hein, si on n'y croit pas, ça ne marche pas. Sophie Blanchard, merci beaucoup d'être venue visiter avec nous cette maison, peut-être hantée, allez savoir. Merci. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Et demain, on va rester un peu dans le domaine du paranormal et des fantômes. Et nous allons nous interroger un peu sur notre relation à la mort, puisque nous serons dans un cimetière. Nous allons aussi nous demander si, à certaines périodes, il y a plus de fantômes que d'autres. Mais tout ça, ce sera demain. Je vous souhaite une excellente suite de programmes et j'espère que vous n'aurez pas trop de fantômes dans votre poste.